que l'on utilise, puisque on a multiplié la quantité d'énergie que l'on utilise de façon énorme depuis qu'on a à notre disposition du charbon, du gaz, du pétrole, qui ont été les 3 éléments qui ont complètement bousculé le monde et fait qu'on a consommé beaucoup d'énergie. Donc, consommer de l'énergie, ça veut dire transformer le monde, ça veut dire faire des choses, ça veut dire faire marcher des machines, des milliers et des milliers de machines. Et à chaque fois qu'on fait marcher des machines, on a des impacts. Alors, premier type d'impact, on avait vu épuisement de ressources naturelles qui ne sont pas infinies. On pompe dedans et un jour, il n'y en aura pas. Deuxième, impact santé humaine et biodiversité. Donc là, c'est un impact beaucoup plus de type environnemental traditionnel. Et puis, le dérèglement climatique. Et donc, on va regarder tout ce qui concerne le dérèglement climatique afin que vous puissiez avoir les idées assez claires sur quelles sont les causes, quels sont les ordres de grandeur des choses, est-ce qu'on est loin de la cible ou pas, où est-ce qu'on en est. Voilà un petit peu ce que je vous propose là ce soir. Alors, première chose, comme la dernière fois, on va d'abord vous faire travailler un petit peu. Donc, il y a une question auquel j'aimerais bien que vous puissiez apporter vos réponses. Et puis, Christian va les enregistrer. Et ensuite, je vais vous poser une autre question juste après, parce que j'ai besoin des 2 réponses pour comprendre un petit peu où vous en êtes par rapport à la compréhension de ces sujets-là. Donc, Christian, si tu peux lancer la machine. Voilà, donc, quel est le gaz à effet de serre le plus important en quantité dans notre atmosphère, dans l'atmosphère de la Terre? Est-ce le méthane? Est-ce le CO2, dioxyde de carbone? Est-ce le gaz naturel? Est-ce le gaz hilarant, le protoxyde d'azote? Ou finalement, est-ce un autre gaz qui n'est pas mentionné dans cette liste? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous répondez. Et pour répondre, il faut cliquer donc sur la réponse qui vous convient et il faut surtout penser à appuyer sur soumettre pour que votre réponse soit prise en compte. Donc, quand Christian va voir que finalement il a déjà pas mal de réponses, pour presque tout le monde a répondu, on passera tout de suite à la deuxième question. Alors, Christian, est-ce qu'il est possible de ne pas afficher les réponses tout de suite? Oui, je pense que oui. Et de passer tout de suite à la deuxième question. Donc, je vais faire mettre la fin au vote. Là, il y a 36 personnes sur 40, c'est parfait. Oh, c'est pas mal, oui. Voilà. Et donc, je peux aller maintenant sur la question 2. Alors, la question 2. Et donc, je vous la soumets tout de suite. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est quel est le gaz à effet de serre qui contribue le plus au dérèglement climatique? Puisque, vous l'avez entendu toujours à la radio, le dérèglement climatique, il est lié à une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, est-ce que c'est le méthane qui est le plus gros contributeur? Est-ce que c'est le dioxyde de carbone, le gaz naturel, le gaz hilarant ou la vapeur d'eau? Donc, on répond. Ça avance très vite, c'est bien. Bon, et donc maintenant, ce qu'il faudra, dès qu'on sera prêt, on va regarder ensemble les résultats. D'accord. Je pense que c'est bon. Là, on est à 38 sur 40. Et comme Bon, toi, oui, c'est Dominique pas et moi, mal. on n'a pas voté, je mets fin au vote. Alors, si je reviens sur la question 1, je pense que je peux vous partager les résultats de la première question. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est très bien, oui. Voilà. Alors, quel est le gaz à effet de serre le plus important en quantité? Donc ça, c'était la question 2, ça. C'était la question 2. Hein, le gaz à effet de serre le plus important en quantité. Ah non, non, non. Oui, non, c'était la question 1. C'est bien Non, la c'est la question. première. C'est la Voilà. première, hein. Bon, alors, eh bien, oui, là, la réponse, c'est pas la bonne, hein, celle qui est en fait, c'est la bonne réponse, c'est les 17%. Et donc, je suppose que les 17% peuvent mettre éventuellement peuvent écrire à côté à quoi ils pensaient quand ils ont dit ça. Et s'ils veulent ajouter un petit mot comme ça permettra de voir si beaucoup avaient. En fait, le Allô, gaz. Domi, je suis pas sûr qu'on voit les résultats, nous. Enfin, moi, je les vois pas personnellement. Alors, il y en a beaucoup qui ne voient pas les résultats?
Prenez votre micro pour vous exprimer, ça va plus vite, hein. Puis vous le recoupez Bon, derrière. alors le résultat dit méthane 31%, CO2 53%, gaz naturel 0, gaz hilarant 0, il n'a pas de succès le gaz hilarant ce soir, et aucun des mentionnés 17%. Et en fait, la réponse à cette question, c'est que le gaz à effet de serre qui est le plus important en quantité dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau. Et c'est la vapeur d'eau, parce que la vapeur d'eau, c'est des quantités énormes. C'est grâce à la vapeur d'eau que notre Terre est devenue habitable. C'est grâce à la vapeur d'eau que la température moyenne de la Terre n'est pas à moins 60 ou moins 80 degrés. C'est la vapeur d'eau qui a maintenu l'atmosphère de la Terre, qui a permis, et qui est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire c'est un gaz, vous savez, un gaz à effet de serre, c'est, bon, quand le Soleil envoie des rayons sur la Terre, ces rayons, après, chauffent la Terre, et la Terre qui est chaude émet, émet des infrarouges, et ces infrarouges sont bloqués par les gaz à effet de serre. Donc, c'est la vapeur d'eau qui est le principal, en plus importante quantité, dans l'atmosphère. Alors, pourquoi on n'en parle pas quand on parle du réchauffement climatique? C'est qu'en fait, le gaz à effet de serre, d'abord, les quantités que l'on met dans l'atmosphère par la combustion du charbon, du fioul, etc., c'est des quantités qui peuvent paraître gigantesques, mais en fait, elles sont toutes petites par rapport à la quantité de vapeur d'eau naturelle qu'il y a autour de la Terre. Donc ça, c'est vrai que quand on brûle 1 litre de pétrole, enfin 1 litre d'essence dans sa voiture, eh bien, il y a 1 kilo de vapeur d'eau qui s'en va quand même dans l'atmosphère. Mais ce kilo, au bout d'une semaine, il est déjà redescendu. Donc, il s'est transformé en pluie. Donc, il ne change pas beaucoup la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère par rapport à la quantité énorme que représente la vapeur d'eau naturelle qui a toujours existé depuis longtemps sur la Terre. Donc, la vapeur d'eau, c'est bien le premier gaz à effet de serre, mais par contre, la vapeur d'eau, même si on en émet lors de la combustion, elle n'a pas d'effet sur le dérèglement climatique. Et donc, on peut passer aux réponses de la deuxième question maintenant. Et voilà. Alors là, tout le monde a juste. Enfin, donc, pas tout le monde, mais disons, il y en a beaucoup qui ont juste, mais sauf sur le fait que justement, là, les 8% qui ont dit que c'était la vapeur d'eau, ben non, ce n'est pas la vapeur d'eau. C'est vraiment le CO2 qui a le plus grand effet de réchauffement, de dérèglement climatique. Et les autres, le méthane, c'est important, mais on va voir, il y a quelque chose de particulier à comprendre sur le méthane et le gaz naturel, qui sont des choses proches, enfin, qui sont quasiment les mêmes choses, même souvent. Et puis, bon, le gaz hilarant, c'est autre chose aussi. Donc, retenez bien, il y a beaucoup de gaz. La vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre autour de la planète, mais ce n'est pas lui qui conduit au dérèglement climatique. Celui qui conduit principalement au dérèglement climatique, c'est le CO2. Et on va voir ça sur les slides à venir. Hop, je peux changer. C'est bon. J'ai plus la main ici. Normalement, si. Voilà, donc on a répondu aux questions. Voilà, maintenant vous avez le résultat finalement. Alors, je n'ai plus mis la vapeur d'eau puisque je prends uniquement ici les gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Et donc, vous voyez, le dioxyde de carbone, c'est 73%, donc c'est vraiment le principal. Le méthane, c'est 20%. Alors, le méthane, il a une caractéristique particulière, c'est qu'il a un effet nocif au sens un effet d'effet de serre supplémentaire qui est 25 fois le CO2. Mais on va voir tout à l'heure qu'en fait, cet effet, il s'effondre assez vite. C'est pour ça qu'on on retient pas le méthane comme le principal élément responsable du dérèglement climatique. Et puis après, protoxyde d'azote et autres gaz que l'on a. Mais donc là, ça vous donne quand même une physionomie qui est de dire, bon, ben, là, on comprend pourquoi ce dont on parle tout le temps quand on parle de dérèglement climatique, c'est l'évolution du dioxyde de carbone.
Mais on n'oublie pas le méthane quand même, bon, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et donc, si on regarde maintenant pour, à des horizons de temps différents, parce que le méthane, à 20 ans, il a un pouvoir de gaz à effet de serre très important, mais par contre, à 100 ans, il a perdu de son effet. Alors que le dioxyde de carbone, lui, il va garder son effet pendant des milliers d'années. Donc, c'est pour ça que souvent vous entendez dire: «Mais attention, le méthane, c'est très important quand même». Alors c'est vrai, c'est important parce que si on prend sur le long terme, bon, on est quand même ici à presque un quart, donc c'est tout à fait significatif. Mais c'est quand même moins significatif que n'est le dioxyde de carbone. Ça va? Donc les idées sont claires. C'est l'augmentation du CO2 qui engendre le dérèglement climatique. Alors là encore, certains ont des doutes. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça la raison? Est-ce que la Terre, elle a toujours changé de température et pourtant, alors on va voir ça pour ici. Ici, vous avez la corrélation sur 800 000 ans, hein, presque 1 million d'années, au début, là, à gauche, tout à fait de ce diagramme-là, il y a 800 000 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde sur Terre, hein, pas beaucoup d'habitants sur Terre. Et donc là, si on voit au cours de 800 000 ans, vous avez d'une part ici le niveau de concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et en bas, la courbe des températures des températures. Ça vient de carottes de glace qui ont été prises dans l'Antarctique. Alors, vous voyez ici l'unité, on nous parle de, bon, les minimums, c'était autour de 200 ppm. Alors, ppm, ça veut dire parties par million. En fait, quand on dit 200 ppm, c'est équivalent à dire 0,002%. Mais comme c'est un peu difficile de dire 0,02%, ils préfèrent parler de ppm, de parties par million, et donc on parle de 200. Donc vous voyez, depuis 800 000 ans, la température de la Terre, elle a évolué, hein, elle a évolué, et cette évolution, elle dépendait beaucoup de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, puisqu'on voit quand même qu'il y a une sacrée corrélation entre la courbe bleue et la courbe rouge. Quand on était à 200, il faisait froid, on pouvait aller au Groenland à pied sur la glace, et puis et ça, c'était des périodes autour de 200 ppm. Et puis, quand il faisait chaud, c'était quand on était à 280, 300 ppm. Et aujourd'hui, savez-vous où on est? On est passé à 410 ppm. Ça veut dire que depuis 1750, on a augmenté de plus de 100 la position la plus élevée qu'avait connue la Terre depuis 800 000 ans. Donc, en 2 siècles, on a complètement bouleversé le climat parce qu'en 2 siècles, il y a des gens qui veulent intervenir peut-être ou... Oui, donc en 2 siècles, on passe de 300, enfin on était à peine à 300, on était à 280 et on n'est pas aujourd'hui à 410 ppm. Oui, il y a des gens qui veulent intervenir ou... Bon, on continue alors. Donc, vous voyez que c'est une vraie rupture, et quand on a des doutes sur le lien entre concentration de dioxyde de carbone et température, je pense que ces diagrammes, bon, quand même, illustrent ça très, très bien. Alors maintenant, un autre diagramme qui est très important à comprendre. Dans ce diagramme, en haut, de gauche à droite, on met le total des émissions anthropiques. Quand on dit anthropiques, ça veut dire celles qui ont été faites par l'homme, hein, celles que l'homme a rajoutées en brûlant du charbon, du gaz, du pétrole essentiellement. Et un petit peu, bien sûr, de méthane. Donc, on est passé, donc on est aujourd'hui, hein, aujourd'hui on est là, on est à 2000 gigatonnes, milliards de tonnes de CO2 rajoutés dans l'atmosphère au cours des 2 derniers siècles. Et
Ce que dit l'autre axe, c'est si vous avez mis 2000 gigatonnes de CO2, ça va entraîner une augmentation de la température de 1,4 degré. Et c'est ce qu'on entend partout. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a déjà signé pour ça. Et ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est les données, ça c'est lié à ce qu'on a fait au cours des 20 dernières années. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus tard qu'on va voir son effet. Donc là, on a fait ça et c'est 1,4 degré. Maintenant, la COP 21, qu'est-ce qu'elle a dit? L'accord qui a été pris à la COP 21, vous avez entendu parler de ça, c'était de dire il ne faut pas qu'on dépasse de 2 degrés et si possible, aller vers 1,5 degré de réchauffement climatique. Si on ne veut pas dépasser 2 degrés, vous voyez que sur le diagramme, je pars de 2 degrés ici, je reviens là, je remonte. Et donc, ça veut dire qu'il ne faudra pas que, globalement, on dépasse 3000 gigatonnes de CO2 rajoutées dans l'atmosphère. Le rythme à laquelle on en met aujourd'hui, c'est qu'on en met 50 milliards de tonnes 50 milliards de tonnes par an. Donc si, et là vous voyez, il y a 3000, on est déjà à 2000, donc ça veut dire au rythme de 50 par an, en 20 ans, si on restait au rythme actuel, dans 20 ans, il faudrait qu'on passe à zéro. Ce qui sera très, très difficile à faire. On ne pourra pas faire de passer d'un montant comme ça à zéro. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un autre scénario, mais qui va respecter le fait qu'il ne faut pas qu'on mette plus de 1000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère si on veut respecter les 2 degrés. Ce que vous voyez aussi sur ce diagramme, c'est que les 1,5, c'est déjà trop tard. Les 1,5, ils seront dépassés. Et finalement, ce qu'il faut retenir quand même de la COP 21 par rapport à ça, c'est qu'en fait, ce 1,5, il a été demandé surtout par les pays qui vont le plus souffrir du dérèglement climatique. Parce que dans les accords de la COP 21, il y a quelque chose qui dit que les pays vont financer les problèmes, toutes les dégradations, pour compenser toutes les dégradations qu'il y a un peu partout dans certaines îles et tout ça qui vont disparaître. Il faudra que les pays qui ont beaucoup contribué au changement climatique financent ceci. Et c'est pour obtenir ceci qu'ils ont mis le 1,5, parce que le 1,5, il va arriver, il est déjà quasiment là, et donc ces pays-là vont demander des compensations. Mais il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas aller au 1,5. Et le 2 degrés, vous allez voir, ça ne va pas être facile. On continue. Est-ce qu'il y a des, Christian, est-ce qu'il y a des remarques ou des choses qui apparaissent sur le chat qui disent là, je n'ai pas compris, ou il faudrait aller plus loin ou... Pour l'instant, rien du tout. Il y a une grande attention, manifestement, et donc il faut poursuivre, mais il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, faire des remarques s'il y a un problème de compréhension, comme tu le dis. Donc, je résume. 1850-2015, l'humanité a rajouté 2 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. La conséquence, c'est 1,3, 1,4 à terme. C'est principalement du CO2, mais c'est aussi du méthane, quand même en quantité significative, mais beaucoup moins que le CO2. Et il y a aussi quelques autres gaz. Si on veut passer sous la cible des 2 degrés, il ne faut pas dépasser de 3 000 milliards de tonnes de CO2. Et donc, pour ne pas faire ça, on a un crédit de 1 000 milliards de tonnes maxi, soit 20 ans d'émissions au rythme actuel. Alors, en fait, le choix qui est fait, c'est plus de dire on va trouver un chemin pour y arriver. On sait qu'on n'y arrivera pas en 20 ans, mais on va créer un chemin pour y arriver. Et les chemins, il faudra pour cela qu'on accepte de laisser 30% du pétrole dans le sol,
50% du gaz et 80% du charbon. Ça va être difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bah, attends, on ne va pas laisser ce charbon, ce pétrole et gaz». Mais c'est ça les ordres de grandeur, hein. Il va falloir qu'on accepte de laisser dans le sol 30% du pétrole, 50% du gaz, 80% du charbon. Il y a quelque chose qui va nous aider là-dedans, en particulier pour le pétrole. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier slide de la conférence précédente, et on avait parlé de l'EROI, hein, Energy Return on Invested, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour en récupérer d'autres. Et on avait vu que plus ça allait et moins ça allait. Les, euh, si au début, on investissait une unité d'énergie et on était capable d'en récupérer 100, maintenant, et ça faisait un ROI de 100. Maintenant, c'est 10, et puis même c'est 5, et puis pour certains trucs, c'est même 2. Donc, comme ça se dégrade beaucoup au point de vue de la facilité à extraire les 30% qui restent de pétrole, c'est très, très profond sous la mer, c'est extrêmement coûteux pour le faire, il faut beaucoup d'énergie. Donc, c'est aussi des énergies qui vont coûter cher. Donc, c'est pour ça qu'elles seront difficiles à extraire. Voilà, alors voilà les chemins qui sont envisagés. Si on ne faisait rien aujourd'hui, c'est un petit peu comme la courbe de tout à l'heure, hein, et là, ben, le chemin qu'on a suivi, c'est celui-là. Si on faisait rien, ben, on monterait, puis on arriverait à 4 degrés, plus 5 degrés à la fin du siècle. Ce que l'on a déjà lancé, il y a déjà des projets qui sont lancés, qui amèneront une courbe qui sera quelque part par là. Alors pourquoi c'est très large? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes sur ces chiffres, et donc on est obligé, quand on fait ces scénarios, de prendre des hypothèses sur un petit peu, et qui font que on ne connaît pas parfaitement le résultat qu'il y aura, et on sait qu'on a un niveau d'incertitude à intégrer dans nos calculs. Donc, les engagements des États ce jour, parce que vous savez que les États, suite à la COP21, ont fourni ce à quoi ils s'engageaient. Et ce à quoi ils s'engageaient, quand on fait la somme de ce à quoi tous les États se sont engagés, on arrive à un scénario 2,5, plus 2,5 degrés. Alors que la trajectoire qu'il faudrait pour aller à 2 degrés, c'est celle-ci. Et pour 1,5, c'est celle qui est en dessous. Donc, celle pour 1,5, il faut oublier, on ne le fera jamais. Donc, aujourd'hui, il faut plutôt se concentrer sur ce scénario-là, un cible à 2 degrés. Ce cible à 2 degrés, c'est 1000 gigatonnes et pas plus qu'il faut rajouter dans l'atmosphère. Et pour faire ça, eh bien, on considère qu'entre 2020 et 2060 ou 2010 et 2050, il faut qu'on ait en fait divisé par 4. Et ça correspond à ce point qui est là, de diviser par 4. Et vous savez que pour diviser par 4, si on part d'une situation 100, pour diviser par 4, il faut réduire de 5% par an tous les ans, mais en cumulatif. Donc, ça veut dire d'abord 0,95, puis après 0,95 fois 0,95, et ainsi de suite. Et au bout de 20, une trentaine d'années, on arrive au résultat qu'on veut avoir. Donc, en gros, il faut qu'on fasse moins 5% chaque année sur les 30-40 ans qui viennent pour arriver à maintenir une trajectoire compatible à un réchauffement qui ne dépassera pas 2 degrés. 5%, c'est ce qu'on a fait en 2000 suite aux effets du Covid. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose équivalent à un Covid de plus tous les ans. C'est ça l'ordre de grandeur. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile, c'est pas évident de l'atteindre. Alors, compte tenu de ceci, essayons de se poser la question, bon, qui va s'y coller là, ce boulot? Parce qu'on n'est pas tous égaux devant ça par rapport à ce qu'on a laissé dans l'atmosphère. Et si on regarde ici ce diagramme donne
de gauche à droite en bas, les populations cumulées de certaines zones du monde et les tonnes de CO2 équivalentes par habitant que l'on a. Alors bien sûr, si vous multipliez la hauteur de chaque carré par la largeur de chaque carré, vous avez les émissions annuelles d'une zone. Donc ce qu'on voit ici, Amérique du Nord, donc vous voyez 20 tonnes de CO2 par habitant, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, vous avez tous les chiffres avec vous. Une chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que beaucoup disent « oui, mais c'est la Chine la responsable de tout ça ». Alors, c'est vrai que quand vous regardez la surface du verre, c'est la surface la plus grande de tout ça. Mais n'oubliez pas qu'une grosse partie du verre, ce sont des choses qui sont faites en Chine pour être importées dans nos pays. Et donc, quand on prend nos responsabilités à nous, dans nos pays, il faut prendre en compte ce qui est mentionné dans notre pays. Alors nous, on est dans la case Union européenne à 28, 8,9%. On est là, nous. Mais il y a beaucoup d'imports de la Chine vers l'Union européenne et beaucoup plus que les exports de l'Europe vers la Chine. Et en particulier parce que la Chine fait quasiment toute son électricité au charbon. Bon, il y a le barrage des Trois Gorges qui est quand même quelque chose d'autre, mais la Chine est surtout électricité charbon. Donc ça veut dire que tous les produits qui viennent de Chine, ils ont été faits avec de l'électricité très carbonée. Et cette électricité qui est très carbonée, elle fait que la Chine a des émissions importantes. Et donc ici, on a nos 24%. Allô? Donc la Chine. Et donc, il ne faut pas dire que la responsabilité du carré vert, c'est que la Chine. La responsabilité du carré vert, c'est certes la Chine, mais aussi nous, parce que nous achetons des produits qui viennent de Chine et qui ont été faits dans cette boîte verte. Bon, ce que vous remarquez, c'est que des pays comme l'Inde, le pointillé, c'est la cible. C'est la cible à 2050-2060. C'est la cible qu'il faut avoir. Donc, vous voyez un petit peu la quantité d'efforts qu'il faut faire. Et si on dit, on ne peut pas demander en Inde de réduire de 5% tous les ans, ce n'est pas très raisonnable. Par contre, il faut sans doute que dans nos pays à nous, ce soit plus que ça qu'il faut faire. Alors, prenons maintenant un petit zoom sur la France. Sur la France, si on prend l'inventaire national, les éléments qui sont à droite, eh bien, qu'est-ce que ça contient, la France? Quand on considère la France, on considère donc toutes les émissions qui sont faites en France, pour des produits, des usages qui sont en France, plus aussi les émissions que fait la France pour son export, parce que la France exporte quand même des choses, et ces choses, elle les a fait, et pour les fabriquer, ça a entraîné des émissions de CO2, donc on sait bien les séparer. Et puis, par contre, de l'autre côté, quand on veut voir notre empreinte carbone, on ne retient pas la partie verte, parce que ça, c'est quelque chose qui est exporté et puis qui va donc être mis sur la responsabilité de celui qui le reçoit. Et par contre, toutes les émissions qui sont de l'import, tout ce qu'on importe en France, eh bien, ça donne la partie rose et il faut l'ajouter à la partie marron pour comprendre la responsabilité de Français par habitant. Parce que j'entends souvent des gens qui disent « oui, mais en France, comme on a le nucléaire, tout ça, on est très faible, on est le meilleur de l'Europe et tout, parce qu'on est à 6 tonnes de CO2 ou 7 tonnes de CO2 par habitant. » Et moi, je leur dis, attendez, vous avez oublié qu'on importe beaucoup plus de choses que l'on exporte. Et si on importe plus de choses, à l'arrivée, on est à 12 tonnes. Alors, par rapport aux Allemands, on est un peu mieux parce on est à 10 tonnes et les Allemands sont à 12 tonnes. Mais quand même, il ne faut jamais oublier que notre vraie responsabilité, ce n'est pas seulement ce qui se fait en France. À partir du moment où on fait venir des produits qui viennent de loin. Alors, il n'y a pas seulement le transport. Le transport est souvent pas le plus important dans cette histoire. Ce n'est pas le transport, mais c'est vraiment la fabrication, parce que c'est vrai que le charbon est le plus mauvais élève pour pouvoir réduire les émissions de CO2. On continue.
Autre point important à comprendre aussi, c'est les émissions de CO2, et ça c'est vrai, ce schéma-là qui dit que les 10% les plus riches émettent 50% du CO2 et les 50% les plus pauvres émettent seulement 10% du CO2 et que les 40% intermédiaires émettent les 40%. Ce que montre ce diagramme, c'est que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce diagramme, on peut l'appliquer, ça c'est un diagramme mondial, mais en fait, dans beaucoup de pays, le schéma il est très proche de ça. Il y a même certains pays où le schéma est 2-3% pour 50% des émissions. 2 ou 3% des gens sont responsables de 50%. Et après, c'est 60% qui sont responsables des 10%. Mais dans beaucoup de pays, on est sur ce schéma-là. Donc, ça veut dire qu'il faudra aussi se poser la question comment prendre en compte le fait que tout le monde n'est pas responsable de la même façon au dérèglement climatique. Alors, pour comprendre ça, je voudrais partager avec vous une équation qu'on appelle l'équation de Kaya. Alors, Kaya, c'est le monsieur qui est là, c'est un japonais, on devrait dire Kaya-san d'ailleurs, hein, quand on parle de ce monsieur, on ne dirait pas monsieur Kaya, mais Kaya-san. Et Kaya-san, il a eu une idée simple, c'est de dire, moi je m'en souviens à l'école, j'avais appris un truc, c'est que j'avais le droit d'écrire une équation, la quantité de CO2 égale la quantité de CO2. Tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, je divise par le tonne équivalent pétrole et je multiplie en haut par les tonnes équivalent pétrole, et ça, j'ai le droit de le faire. Donc, j'ai écrit une équation qui dit que les émissions de CO2 sont égales au contenu CO2 de l'énergie, tonne équivalent pétrole d'énergie, que multiplie la quantité d'énergie qu'on consomme chaque année dans le monde. Et puis, il a dit, ah, je peux rajouter des choses dans mon équation là. Je peux diviser par le PIB, puis augmenter, et puis remultiplier par le PIB, puisque c'est toujours vrai ça. On peut toujours, puisque ça, sur ça, ce PIB sur PIB, ça fait 1 tonne équivalent pétrole sur tonne équivalent pétrole, ça fait 1 aussi. Donc là, il fait apparaître que les émissions de CO2, c'est égal au contenu en CO2 de l'énergie, que multiplie l'intensité énergétique de l'économie, hein, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie ou pas pour faire du PIB, que multiplie PIB. Puis il s'est dit, oh, je peux encore continuer plus loin. Je vais diviser par la population et multiplier par la population. Et donc, on arrive là à l'équation de Kaya, qui est de dire les émissions de CO2, c'est le produit du contenu en CO2 de l'énergie. Est-ce que pour faire de l'énergie, on fait de l'énergie qui est très carbonée ou pas carbonée, multiplié par l'intensité énergétique de l'énergie, il nous faut combien d'énergie par dollar de PIB, que multiplie le PIB par personne. Le PIB par personne, ben, c'est la production par personne ou c'est le salaire moyen par personne, en gros, hein, c'est la quantité de PIB qu'on fait pour chaque personne, et que multiplie la population. Et donc, je vous ai dit, il faut qu'on divise par 4 sur les 40 ans à venir. Donc, sur 40 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Si on prend du recul, qu'est-ce qu'on a été capable de faire au cours des 40 dernières années? Eh bien, au cours des 40 dernières années, contenu en CO2 de l'énergie, il est complètement stable. Pourquoi? Parce que certes, on a installé plein de panneaux solaires, on a installé plein d'éoliennes partout, on a amélioré l'efficacité de certains procédés, on a amélioré des chaudières, on a fait tout ça, mais aussi, on a dépensé beaucoup plus de charbon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les slides de la dernière fois, on avait vu que l'énergie qui a eu la plus forte croissance au cours des 20 dernières années, c'était le charbon. Donc finalement, tout ça mis côte à côte, eh bien, ça veut dire que le contenu en CO2 de l'énergie est aussi mauvais aujourd'hui qu'il était il y a 40 ans. Intensité énergétique de l'économie, là, on voit il y a une amélioration,
c'est une amélioration qui est de 1, 1,2%, 1,5% selon les années. Donc, c'est un progrès parce que les ingénieurs font faire des progrès à nos procédés. Mais finalement, ce n'est pas énorme quand même. C'est pas énorme. C'est le rythme de progrès. En général, tout ce qui est industriel, tout ce qui est le rythme de progrès, des rythmes de progrès à 5% par an, ça n'existe pas dans l'industrie. Quand on a 1, 2, on est très content. Donc, l'ordre de grandeur de l'intensité énergétique de l'économie, pour faire 1 dollar de PIB, il faut toujours la même quantité d'énergie à peu près. On fait des petits progrès. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait la courbe de la relation entre le PIB et l'énergie, et on avait vu en fait que c'était quasiment une droite, qu'elle s'inclinait un tout petit peu vers le bas, mais pas beaucoup, quoi. Ensuite, production par personne, PIB par personne, ben là, il a augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a consommé plus d'énergie, tout simplement. On a consommé plus d'énergie et on a fait un peu plus de PIB par personne. C'est-à-dire, on a utilisé, pour reprendre les termes de la dernière fois, plus d'esclaves énergétiques à notre service. Et puis enfin, la population. La population, elle a un rythme de croissance autour de 1, 1,5, 2% selon les années et selon les pays que l'on regarde. Donc, vous voyez, si on fait le bilan de tout ça sur 40 ans, eh bien, finalement, au global, on a multiplié par 2,8. Donc, avec les rythmes d'évolution de ceci au cours des dernières années, on n'est pas allé à descendre, on a monté, et on a été 2,8 fois plus. Et notre but, c'est de diviser par 4. Donc, vous voyez, alors comment on fait là en prenant tous ces éléments pour diviser par 4? Alors, on pourrait peut-être prendre la population, parce que finalement, si on ne gardait que les 90% qui sont responsables de la moitié, déjà on aurait fait un gros chemin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je ne suis pas sûr. Mais donc, c'est difficile de jouer sur la population. PIB par personne, c'est difficile de dire aux gens, ben, il faut réduire la croissance. Il faut réduire la croissance de façon majeure. Et pour réduire parce que compter que c'est l'intensité énergétique de l'économie qui va faire tout le boulot, ou le contenu en CO2 de l'énergie, parce qu'on aura des panneaux solaires et des trucs partout. Je vous rappelle quand même que si on fait le bilan aujourd'hui des panneaux solaires, les panneaux solaires, au cours de leur vie, ne remboursent pas en quelque sorte le CO2 qui a été émis pour leur fabrication, leur distribution et tout ça. Parce que les panneaux solaires, aujourd'hui, ils sont faits en Chine. Et ils sont faits avec de l'électricité très carbonée. Et donc, aujourd'hui, on a un vrai gros problème. Et il faut qu'on arrive à bien intégrer l'ordre de grandeur de ce problème, qui est il va falloir diviser par 4. Et donc, il va falloir jouer sur les 4 facteurs que l'on voit là, pour dire comment on peut faire pour diviser par 4 la quantité de CO2 que l'on émet chaque année. Alors, sur quoi on peut agir? Ici, on a, là, pour vous donner une compréhension finalement de comment se répartit entre les différentes choses ces émissions de CO2. Donc, vous voyez que centrale à charbon, c'est vraiment la première chose à supprimer. C'est vraiment la première chose à supprimer, mais pourtant, ils s'en installent encore en Chine. Hein? Donc, en général, quand on installe une centrale à charbon, ce n'est pas pour la supprimer 2 ans après. Donc là, on a un vrai sujet sur les centrales à charbon. Soit il faudra faire ce qu'on appelle la séquestration du carbone, c'est-à-dire capter le carbone et le remettre sous la terre. Ça peut être une solution, mais bon, il y a beaucoup de dangers par rapport à ça. Et c'est coûteux aussi. Toutes ces solutions seront des solutions extrêmement coûteuses. Donc, voilà ce qu'on peut faire pour ça. Centrale fuel au gaz, vous voyez, 7%. Le ciment est très important, 5%. Le ciment, c'est un très gros consommateur d'énergie et donc un très gros émetteur de gaz à effet de serre. L'industrie, globalement, toute l'industrie, 10%.
Le chauffage résidentiel, pas négligeable, 6%, et les voitures, 6% aussi. Et c'est étonnant de voir comment on se focalise en France sur la voiture, alors qu'il y a quand même aussi beaucoup d'autres choses qui sont importantes, hein. Les camions, 4%, et ensuite les trains, 2%, avions et puis porte-containers et gros bateaux, 2%. Donc, vous voyez, avec tout ça, on a fait 60% des gaz à effet de serre qui sont émis chaque année dans l'atmosphère. On arrive à l'agriculture et l'élevage, et là, on retrouve le méthane, hein, puisque vous savez, c'est essentiellement les vaches, mais aussi c'est dans les rizières. Hein, dans les rizières, les plantations, il y a des émissions de méthane dans les rizières. La déforestation, parce qu'hélas, ça vous entendez parler de ça tous les jours, dans les pays d'Asie, on a fait de la déforestation pour pouvoir faire de l'huile de palme et planter des palmiers. Et puis au Brésil, déforestation aussi. Et puis après, tout un tas d'autres choses. Donc vous avez bien là le schéma sur quel domaine il faut agir. Et vous voyez que finalement, ce n'est pas une seule chose qui pourra faire l'affaire. Il va vraiment falloir agir partout. Mais le côté électricité est très important parce que là-dedans, l'électricité, c'est 14% quand même de l'ensemble du total. Donc, voilà le scénario. Quelques autres éléments et là on revient en France maintenant. Pour vous donner des ordres de grandeur, en France, si on prend toutes les émissions résidentielles, on voit que l'essentiel, c'est du chauffage. Et c'est sur le chauffage qu'il faut agir. C'est pour ça qu'on dit isoler les maisons, changer de chauffage, supprimons le fioul, supprimons le gaz. Vous savez que pour les nouvelles maisons construites à partir, je ne sais pas si c'est 2022, je crois, on n'aura plus le droit de faire une installation de chauffage au gaz, hein. Donc, on aura ça, on aura donc la cuisson, 7%. Et pour le chauffage, aussi, il ne faut pas oublier que l'investissement le plus rentable de tous pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'acheter des pulls verts et de mettre son thermostat à des températures plus basses. Ça, c'est vraiment le retour sur investissement le meilleur qui peut exister. Donc, de grâce, achetez des pulls bien chauds, mettez des bonnets si vous voulez, mais c'est vraiment ce qui est le plus efficace et vous n'aurez pas à investir beaucoup d'argent pour faire ça. Ensuite, par combustible, on voit qu'aujourd'hui, et ça c'est en France, c'est le gaz qui est le plus important, mais il reste quand même 28% de fioul. Et donc, les émissions de fioul sont plus importantes. Bon, heureusement, on n'a quasiment plus de charbon en France, donc là, c'est déjà éliminé, mais il faut mettre le fioul dehors et il faut arriver à réduire drastiquement le gaz naturel. C'est-à-dire, c'est pour ça que la loi a dit on va d'abord le faire sur les maisons neuves et puis petit à petit, on ira après pour dire si vous devez changer votre chauffage, vous n'aurez plus le droit d'acheter un chauffage au gaz. Et donc, vous achèterez un chauffage, une pompe à chaleur électrique ou des chauffages comme ça. Alors, le bois reste aussi intéressant comme chauffage et comme complément de chauffage. Autre élément, pour avoir sur le monde des transports en France, donc là, on voit quand même que les voitures particulières, c'est quand même la moitié du problème, hein. Donc là, on voit qu'on a bien notre responsabilité individuelle par rapport à ça. Véhicule utilitaire, 19%, poids lourd, 21%. Donc, la voiture individuelle reste. On parle beaucoup de l'aérien. Bon, l'aérien en France, c'est 4%. Mais en fait, le problème, là, c'est qu'on ne prend pas en compte les émissions. On prend en compte uniquement les vols France-France. On ne prend pas en compte les vols au départ de la France vers les États-Unis, vers les Antilles, etc. OK? Alors, on va faire un autre quiz. Je vous propose…
Est-ce qu'on peut avant peut-être poser les quelques questions Oui, comptées, oui, bien sûr, bien sûr, bien hein? sûr. Tu peux revenir peut-être voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a quelques idées inspirées par ce que tu présentes, jusqu'à se demander si le marais Poitevin, avec le méthane qu'on trouve au fond, pourrait pas être une source d'énergie à exploiter, enfin, ce que j'ai compris. Et puis de l'espoir, peut-être un peu moins maintenant avec ce que tu viens de dire, mais par le fait que au final, la part de la contribution d'émissions de CO2 par les avions est relativement faible par rapport à tous les autres dans ton graphique précédent. Donc, sans doute qu'on peut encore continuer de prendre l'avion, pensait quelqu'un. Une précision sur l'arrêt du chauffage au gaz pour les nouvelles installations, c'est juillet, manifestement 2021. Ah, d'accord, OK. Et puis avant, on avait une question sous forme il paraît qu'on pourrait faire du pétrole à partir d'algues. Est-ce que ça Ah, peut être une bonne idée? Est-ce que ça peut être, ça va dans le bon sens par rapport au CO2 ou pas? Enfin, c'était une interrogation complète. alors, le pétrole d'algues, c'est ce qu'on appelle le pétrole enfin, de quatrième génération. Et le pétrole d'algues, c'est de dire on va utiliser du CO2 et on va faire passer du CO2 dans des tubes dans lesquels il y aura de l'eau et puis des algues. Et les algues vont se nourrir du CO2 et ça va produire du pétrole. Donc c'est un procédé qui commence à être développé. Alors, la toute première question de ceci, c'est est-ce que finalement, on ne va pas dépenser plus d'énergie qu'on va en récupérer? Parce qu'il y aura tout un procédé industriel à monter, puisqu'il faudra mettre en entrée du CO2, et puis dans des pompes, dans des systèmes, il y aura sans doute du réchauffage aussi à faire par endroits, et puis, et puis après, donc, on va utiliser ce pétrole. Donc, à quel coût arrivera ce pétrole? Pour l'instant, on a un petit peu du mal à voir, mais on ne va pas avoir des héroïs fantastiques. Les héroïs qu'on va avoir, ça va être des héroïs peut-être de 5 et encore, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à 5. Pour l'instant, ils ne sont même pas à 2. Donc, mais bon, c'est au tout début des travaux là-dessus. Alors, donc ça, on voit que, bon, déjà, l'héroï ne sera peut-être pas terrible et ça fera peut-être du carburant un petit peu cher, quoi, à l'arrivée. Mais ce qui va se passer, c'est que le carburant à l'arrivée, si on le crame dans un avion, ben, ça va faire du CO2. Donc, certes, les émissions le CO2 qu'on aura rentré ne sera pas, lui, mis dans l'atmosphère, mais le bilan CO2 de l'affaire ne sera pas très bon quand même. Si ça permettait d'éviter vraiment pour chaque kilogramme mis dans un avion de gazole, enfin, vous savez que le kérosène, c'est comme le gazole, c'est quasiment la même chose. Pour chaque kilogramme de kérosène qui est mis dans un avion, et qui va émettre 2,8 kg de CO2, si on a capté 2,8 kg pour faire ça, ben, on dira ben, c'est neutre, enfin c'est neutre, sauf que on aura quand même émis les 2,8 kg de CO2 à l'arrivée. Si on mettait ce CO2 dans le sous-sol, ben, il ne ressortirait pas. Enfin. Et donc là, ce serait bénéfique. Donc, vous voyez, il y a le problème du coût réel auquel on va arriver, et certes, ça va économiser du CO2 du côté, mais ça va permettre de faire un carburant qui en émettra de l'autre. Donc, ce n'est pas un moyen pour réduire, vraiment. C'est un moyen pour trouver une alternative pour du carburant, parce que justement, les avions cherchent un carburant, parce que il ne faut pas se leurrer. L'avion électrique de 200 places à l'horizon 2050, il faut oublier. On ne l'aura pas, ça. Voilà, alors je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas dans tous les cas, enfin je pense que oui, mais il me semble aussi que d'autres questions sont apparues pendant que tu exposais ça, et notamment sur des interrogations sur est-ce que ce que l'on voit fleurir un peu partout, là, les unités de méthanisation dans différents petits centres comme ça, est-ce que c'est une bonne idée? Et je pose la deuxième question derrière, autour de la géothermie ou de l'aérothermie, et qui sont OK. notamment poussés par la publicité, on pourrait dire, sur les pompes à chaleur actuellement. Est-ce que c'est intéressant pour l'environnement? Est-ce que c'est positif, quoi? OK, alors je reviens juste sur un petit commentaire sur le fuel. Là, c'est
ça peut être intéressant pour les centres qui ont des grosses émissions de CO2, hein, puisque c'est là où on cherche des solutions un peu plus fortes. Et celle-ci, donc, il y a le projet des algues, mais il y a aussi enfouir les choses, hein, enfouir les choses. Alors, ensuite, il y avait La méthanisation. la méthanisation. Alors, de grâce, la méthanisation dans les naturelle, le problème, c'est que là, on ne va pas beaucoup la changer. Et il ne faut pas se leurrer. On ne récupérera pas le méthane du marais Poitevin à des conditions économiques et énergétiques qui seront compatibles avec quelque chose de viable. Ça, non, ce n'est pas viable du tout. La méthanisation, elle est intéressante pour certaines applications, en particulier si on récupère des éléments de l'agriculture. Et là, je pense que là, il y a une place. C'est intéressant d'aller dans cette voie. Ça permettra quand même d'obtenir un peu de gaz. Et il vaut mieux prendre ça que des gaz qui a été enfoui sous terre il y a des millions d'années. Donc là, oui, là, je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Mais là encore, il ne faut pas se leurrer, hein, ça coûte cher en énergie dépensée pour y arriver. Mais ça permettra de… Parce que ce sera sur des morceaux, enfin, comment on appelle ça, les choses qu'on coupe là dans les cultures et tout. Et ça peut être utile quand même de les récupérer. Et je pense qu'on verra fleurir un certain nombre de centres de méthanisation. Et ce n'est pas idiot. Enfin, pour moi, c'est mieux, par exemple, que de mettre des éoliennes. Hein. Au point de vue, le bilan CO2 sera bien meilleur que de mettre des éoliennes ou des panneaux solaires. À condition quand ceux-ci viennent soit de Chine, soit de je ne sais où. Hein. OK. Et pour la partie aérothermie et géothermie? Alors, la géothermie, oui, la géothermie, c'est très bien. Alors, attention, il faut faire, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on utilise de l'énergie, on transforme le monde. Hein. Je pense que cette phrase, vous la garderez sans doute dans votre tête. Et donc, il n'y a jamais de truc parfait. Mais la géothermie très simple, accessible, ben, quand vous avez la possibilité et l'aérothermie, ben, une pompe à chaleur, c'est quand même intéressant. Parce que vous savez que s'il fait froid chez vous, vous prenez votre frigo, vous ouvrez la porte et puis vous allez chauffer votre pièce. Hein, puisque à chaque fois que vous produisez du froid dans le frigo, normalement, c'est qu'il y a plus de chaleur qui est sortie à l'arrière du frigo. Donc, si vous ouvrez votre frigo, vous avez une pompe à chaleur et vous chauffez votre pièce. Ce n'est pas super efficace, le rendement ne sera pas très bon, mais ça peut se faire. Mais aujourd'hui, oui, mettre des pompes à chaleur, et surtout en France, où on a de l'électricité qui est quasiment complètement décarbonée, ben là, c'est une bonne façon de vraiment réduire les émissions de CO2. Alors, ce qui est mieux encore, c'est d'aller, parce que soit vous faites du RR, soit c'est-à-dire vous prenez de l'air à l'extérieur, RR, c'est air extérieur, air intérieur, hein, ou vous faites du RO, vous avez une vieille installation qui est une installation qui était au fioul ou au gaz, qui avait des beaux radiateurs en fonte, eh bien, vous la transformez, vous mettez une pompe à chaleur RO, c'est-à-dire qui va prendre des calories dans l'air à l'extérieur de votre maison et qui va mettre des calories dans de l'eau qui va circuler dans votre circuit. Donc ça, c'est intéressant. C'est particulièrement intéressant si vous le faites sur des maisons neuves et que vous mettez du chauffage par le sol. Parce que là, le problème de l'RO, c'est qu'à l'extérieur, vous serez quand même assez dépendant de la température extérieure pour l'efficacité du système. Et le système est moins efficace aux très basses températures. Donc, c'est pour ça que souvent on dit, ben, si vous faites une installation RO et qui n'est pas une installation avec chauffage au sol, où vous avez besoin d'un peu plus de calories dans les radiateurs, enfin une température un peu plus élevée, là, c'est bon d'avoir un complément, peut-être par un poêle au bois si vous n'habitez pas en ville, ou un poêle à granulés. Attention aux granulés, parce qu'il y a des granulés dont les vapeurs, ils sont très secs, les granulés. Et pour les sécher, il y a beaucoup d'endroits où on utilise du pétrole ou du fuel ou d'autres choses comme ça. Hein. Donc, attention, les granulés, ce n'est pas la panacée. Hein. Donc, RO, ça a beaucoup de sens quand on est avec un plancher chauffant.
C'est pas mal, ça peut être viable et avec peut-être un complément quand on n'est pas en plancher chauffant, mais quand on est en transformation d'une maison qui a déjà des radiateurs en fonte qui peuvent continuer à fournir. Bien mieux, mais ça, c'est pas possible partout, c'est le OO ou la géothermie, c'est-à-dire on va faire des trous, OO, c'est on fait des trous, on fait un trou de puisage et un trou pour renvoyer l'eau. On se fait sortir de l'eau du sous-sol à 30-40 mètres de profondeur. Elle sort à 13 degrés, 12 degrés. On la renvoie à 8-9 degrés. Et là, l'avantage, c'est que quelle que soit la température extérieure, on a toujours les mêmes températures à 40 mètres sous-sol à peu près. Donc là, et là, on a des très bons rendements. On a des rendements de 4, de 5, presque tout le temps. Donc là, c'est super efficace. C'est très coûteux, mais c'est super efficace. Autrement, si vous n'avez pas d'eau disponible pour pouvoir faire une extraction et une réinjection de l'eau dans un puits à 30 ou 40 mètres de là, eh bien, vous pouvez passer sur… on met des tuyaux qui descendent, mais là, on va descendre quelquefois à 90 mètres de profondeur. Il va falloir en mettre quelquefois 2, 3 selon la taille de la maison. Et là, on va prendre un fluide qu'on va faire descendre. Quand on l'enverra, il sera très froid, et puis on le remontera justement aux températures de 12, 13 degrés peut-être, qu'on arrivera à avoir à la fin. Et puis, on va le passer dans une pompe à chaleur qui, elle, va le retransformer pour amener des calories dans la maison. Donc ça, c'est une solution intermédiaire quand on n'a pas d'accès, mais ce sera aussi plus coûteux et quand même moins efficace qu'une vraie OO ou avec un puisage profond. Ok, merci. Je pense qu'on peut enchaîner sur la question que tu voulais poser, je crois. Oui. Alors, voilà, j'ai une question. Oui. Donc, si vous prenez l'avion au lieu de prendre un TGV pour parcourir un voyage de 1000 km, d'après vous, vos émissions de CO2, quand vous prendrez l'avion, seront multipliées par combien? Elles seront multipliées par 2, par 8, par 40, par 80, par 160? Quelle est votre réponse? C'est parti, les réponses arrivent. Je te présente les résultats après directement. Là, hein. Oui, c'est bon, là, tu peux… Dès que tu as un nombre… On est à presque 90% de réponses. Voilà, on a 42 sur 48. Je pense que c'est bon. Je vais clôturer. Voilà, et voilà les réponses. Vous les voyez? 40, d'accord. Bon, ben, on n'est pas loin du compte. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a toutes les réponses là. Hein. On a en 14, 21%, 30% quand même qui bat, mais 17. On n'a pas les idées très claires là-dessus. Hein, c'est ça. Bon, eh bien, on va essayer de les clarifier. Vous allez voir ici la réponse. Hop. Voilà. Transport. Quelques repères. 1000 km en avion, c'est 3 tonnes de CO2 par personne dans l'avion. 10 000 km en TGV, c'est 37 kg de CO2 par personne, parce qu'on a une électricité décarbonée en France. Et pour la voiture, on est à 2,6 tonnes pour 10 000 km par voiture. Mais si vous êtes 4 dans la voiture, bien entendu, vous divisez par 4 par rapport à la comparaison que vous pouvez faire avec le TGV ou l'avion. Donc, vous voyez, c'est un facteur 80. Un facteur 80. Donc, ça vous permet de comprendre pourquoi le gouvernement quand même essaie d'insister là pour se dire, il faut peut-être qu'on prenne des mesures pour dire, quand il y a un TGV qui permet en 2 heures, 3 heures de faire 500, 600 km, il faut plus prendre l'avion, quoi. C'est pas raisonnable de prendre l'avion. Voilà, donc ça, c'est la réponse pour le transport. Vous avez des choses là aussi qui sont assez surprenantes. Je ne sais pas si vous aviez ces ordres de grandeur en tête. Un repas avec du bœuf, c'est 6,3 kg de CO2 par personne. Si votre repas, vous le faites avec du poulet, c'est 1,3 kg seulement. Et si c'est un repas végétarien, c'est 0,5 kg de CO2 par personne. Ce n'est pas négligeable.
Alors vous allez me dire, par rapport à des voyages en avion tous les 2 mois ou 3 mois, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même assez étonnant. Et là, le bœuf, le problème, c'est essentiellement le fait que beaucoup des alimentations du bétail industriel, c'est de l'alimentation du bétail industriel qui vient euh, du sud d'Amérique du Sud, du Brésil, où on fait de la déforestation et tout ça, avec des effets CO2 catastrophiques. Donc là, c'est vrai que si on voulait vraiment être raisonnable en France, il faudrait dire déjà, avant de dire on supprime le bœuf pour tout le monde, parce que je pense que ça, ce sera assez difficile à digérer, si je peux me permettre le jeu de mots, et avant de dire on va supprimer le bœuf pour tout le monde, une bonne chose serait de dire il ne faut plus qu'on importe de soja pour, pour élever des bœufs. Il faut qu'il soit élevé des bœufs avec du fourrage qui reste local et là, et qu'on entretienne en même temps les champs. Et là, on va pouvoir réduire quand même cet impact du bœuf sur le CO2. Hein. C'était le méthane, vous savez, les 20% là, tout à l'heure dans le camembert, c'était ça. Hein. Donc là, si on disait, allez, on abandonne toutes les importations qui viennent de je ne sais où pour faire de façon industrielle du bœuf, alors on en achèterait moins parce qu'il y en aurait moins à disposition, il serait de meilleure qualité, et c'est vrai que ça réduirait notre impact sur le dérèglement climatique. Donc, vous voyez, un poulet, 1,3 kg, et le végétarien beaucoup plus faible. Bon, en électronique, là, c'est aussi Une question sur l'alimentation. Est-ce que le camembert, du coup, il se passe comment? Ben, le camembert, il n'est pas très bon aussi. Hein. Le camembert, il n'est pas très bon parce que justement, il y a le bœuf. Alors, là aussi, ça va être comment le bœuf a été, la vache, la vache a été nourrie. Hein. Si elle a été nourrie avec du fourrage qui vient de chez je ne sais où, ça ne va pas être très bon. Et de toute façon, ce n'est pas très bon. Hein. Aussi, le fromage, manger beaucoup de fromage, ce n'est pas très bon. Non. Et il y avait juste avant une autre question par rapport aux différents moyens de transport, une interrogation sur est-ce qu'on a bien pris en compte le taux de remplissage de chacun des moyens pour faire la comparaison qui est faite là. Ah ben juste, oui, puisque vous voyez que là, c'est écrit par personne pour l'avion, c'est écrit par voiture pour, donc là, je ne sais pas combien il y a de personnes pour la voiture et c'est ce que je disais. Si la voiture a une personne dedans, c'est 2,6 tonnes par personne. Si la voiture a 4 personnes dedans, c'est 2,6 divisé par 4 personnes. D'accord. Voilà, hein, et pour le TGV, c'est la place qu'on achète. Donc le TGV, c'est aussi par personne. Donc là, on a bien pris en compte ça. Alors, le 2,6 tonnes ici, c'est une voiture moyenne. Hein. C'est une voiture qui consomme 6 litres au 100, qui pèse 1,5 tonne, il me semble, oui, pour le calcul. Bon, si la voiture elle est beaucoup plus lourde et si il y a 2 personnes dedans, bien sûr, ça sera plus élevé ici. Hein. C'est pour donner des ordres de grandeur, hein, tout ça. C'est pareil, en avion, en fonction de la durée du trajet, ce n'est pas exactement ça, il y a d'autres facteurs, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Bon, l'écran de télévision, vous avez vu, si c'est l'écran, là, je ne sais pas combien, 25 pouces ou je ne sais pas quoi, là, là, c'est quand même 5 tonnes hein, de CO2 pour la fabrication. Pourquoi? Ça vient de Chine. Hein. Ça vient de Chine, et puis en Chine, toute l'industrie fonctionne avec des centrales à charbon. Écran d'ordinateur, écran plat, donc ah non, c'était, oui, avec un écran plat, un smartphone de 30 kilos, voilà, vous voyez les ordres de grandeur des choses. Un autre domaine que je voulais partager avec vous, c'était aussi les ordres de grandeur pour 1 kWh d'électricité, combien il y a d'émissions de CO2. Si c'est 1 kWh de chauffage, on est à 210 grammes de CO2 par kWh. Si on est en eau chaude sanitaire, on est à 66 grammes. Et si on a un truc chauffage gaz naturel, 243. Donc, vous voyez, et fuel domestique, 314. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il faut d'abord éliminer le fuel, puis après, éliminer le maximum de gaz naturel. Et passer tout ça en pompe à chaleur, si possible au eau, et puis surtout, bien isoler
et mettre des pulls. Bien, d'autres questions ou on peut parce que là, on va passer à un autre domaine. Donc, on peut avancer, je pense, hein. Voilà. Il y a plus une réflexion sur les mojettes du Marais, mais voilà, enfin, Ah c'est ben oui, alors les mojettes du Marais sont très bien. Par contre, j'ai pas le chiffre de combien c'est par plat de mojettes du Marais et pourtant j'adore ça, mais un je slide qui donne la réponse, je pense. ah bon? Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse, hein. Non, c'était pour plaisanter. D'accord, OK. Bien, alors, donc maintenant, finalement, si on veut vraiment faire bouger les choses, vous avez vu qu'il faut diviser par 4. C'est pas facile parce que quand on regarde l'équation de Kaya, quand on regarde chaque facteur, c'est difficile de les faire bouger tous ces facteurs. Donc, on va pas faire bouger la population, on va pas faire bouger donc c'est pas facile du tout. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 2 axes qui vont forcer les choses, c'est de la réglementation. Donc, vous voyez, sur les voitures, maintenant, les voitures, il y a des grammes de CO2 au kilomètre. Et puis, l'Europe a défini une courbe et tous les constructeurs doivent aller à tel horizon, à moins de 100 grammes de CO2 au kilomètre pour leur voiture. Donc, et c'est la réglementation. Alors, ça les titille, les constructeurs, parce qu'ils disent, bah oui, mais nos clients, eux, ils veulent des voitures qui sont bien mieux que ça et tout ça. Mais il y a une réglementation qui va petit à petit faire en sorte de forcer le système pour que le système soit moins émetteur de CO2. Et puis, il y a aussi donner un prix au carbone, la taxe carbone. Alors, je sais qu'elle n'a pas eu beaucoup de succès en France, la taxe carbone, mais pourtant, c'est un outil qui peut être extrêmement utile. Et quand on regarde les pays où elle a été introduite depuis pas mal de temps, en Suède en particulier, eh bien, en Suède, moi, je m'en souviens, en Suède, même il y a 10 ans, ils avaient déjà des réflexes, ils avaient déjà des comportements où ils avaient vraiment commencé à changer parce qu'ils avaient commencé avec cette pression qui était mise sur la taxe carbone. Ben, ils se sont dit, ben, il faut qu'on change nos façons de faire. Et ça a été important. Et puis après, l'autre, c'est les quotas d'émissions, hein, c'est ce qui s'est passé avec suite, ben, comment ça s'appelle, l'accord de Kyoto. L'accord de Kyoto, c'était en 97, ça, hein, je pense, oui, c'était en 97. Et l'accord de Kyoto qui on dit, ben, les pays se sont engagés et ont distribué des quotas d'émissions. Et ces quotas d'émissions, il fallait que les entreprises ben, rentrent dans ces quotas. Le problème, c'est que comme ces quotas d'émissions étaient nationaux, eh bien, toutes les grandes entreprises sont allées faire leurs produits à l'étranger, en Chine, dans d'autres pays, et comme ça, ils ont respecté leurs quotas. Et donc, c'est les faiblesses du système, mais bon, il faut maintenant renforcer ce système pour arriver à dire, et surtout, il faut qu'on rentre aussi dans notre réglementation que ben, si on fait venir des produits de Chine qui ont un contenu carbone très élevé, ben, il faut peut-être qu'on mette une taxe carbone aux frontières pour dire, ben, oui, la France fait venir ces produits, ils sont fabriqués comme ça, dans ces conditions-là. Si on veut assumer nos responsabilités, il faut qu'on accepte de payer une taxe carbone sur ces produits qui sont fortement carbonés et qui nous arrivent des différents pays. Juste, j'aimerais bien savoir combien d'entre vous savent quel est le prix actuel de la taxe carbone en France, TVA incluse. On vous pose la question et vous répondez. On a la réponse? On a un peu de réponse, on est oui, un petit peu moins que. Oh, si, ça vient, ça vient, ça vient. Vous posez cette question en Suède, 90% des gens sont capables de répondre à la question. Alors là, 81% chez nous ont répondu. Voilà, Alors, mais on répond et donne la bonne réponse, hein. Ah oui, mais elle va être bonne, tu vas voir.
Ben non, non, là, on n'est pas dans. Alors, bon, je suis content, il y en a 23% quand même qui savent, c'est très bien. Mais bon, on voit que c'est par rapport aux Suédois, les Suédois, ils sont à 80% ou 90% à savoir ce qu'est. Parce que c'est rentré dans leurs mœurs, c'est vraiment rentré dans leurs mœurs, ils savent que c'est comme ça, et puis là, ils l'ont accepté, et puis ils ont agi en conséquence. Et on voit que bah, nous, on a beaucoup de chemin à faire par rapport à ça, donc c'est très mal parti, puisqu'en fait, aujourd'hui, elle devrait être à plus de 50, à 53,5, hein, elle devrait être à 78. Mais ça a été bloqué suite au mouvement qu'il y a eu des Gilets jaunes. Et donc là, et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas su bien accompagner l'introduction de la taxe carbone. Et là, ça me fait passer au point suivant. Hop. Pourquoi ça ne veut pas passer là? Je n'ai pas la main là. J'ai pas la main là. Christian, j'ai pas la main. Il est pourtant libéré, normalement. Ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, en fait, c'est parce qu'on n'a pas su expliquer aux gens et on n'a pas organisé les choses. Parce que si on veut comprendre l'effet de la taxe carbone, c'est notre responsabilité dans les usages que l'on a. Et plus on a des usages qui sont carbonés, plus il faudrait contribuer aux dommages que l'on fait. C'est juste exercer notre responsabilité. Et là, ce que l'on devrait faire, c'est une taxe carbone très élevée, dont un tiers irait aux pays qui vont subir les conséquences de l'évolution du climat, et ça, c'est en fait ce qu'ils avaient voulu mettre avec l'objectif 1,5 et une compensation financière si on allait au-delà. Un tiers, donc, devrait servir à ça, et il faut penser qu'on a une responsabilité, dans le dérèglement climatique, on a une responsabilité par rapport à ceux qui vont en subir des conséquences plus importantes que nous, on subira. Même si, dans notre pays, on a commencé à le voir, on aura des périodes extrêmement chaudes, on aura des pluies torrentielles de plus en plus fréquentes, on aura tout ça. En France, un tiers redistribution en France pour aider la transition des ménages en difficulté, et puis un tiers pour des chantiers qui ne peuvent se faire qu'au niveau de l'État pour réduire globalement nos émissions de CO2. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faut vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Il faut peut-être rediscuter sur les proportions de tout ça. Mais il faut qu'on comprenne que notre responsabilité est engagée et que cette responsabilité, il faut l'assumer. Et la taxe carbone est un moyen de nous faire assumer nos responsabilités et d'agir pour justement, parce que ça nous amènera à agir pour réduire nos émissions de CO2. Donc voilà un petit peu les ordres de grandeur des choses sur lesquelles il faut travailler. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. On a encore un peu de temps, peut-être pour quelques questions. Je ne sais pas, qu'est-ce que Christian en pense? Il est pratiquement 22 heures, on peut se prendre encore quelques minutes, effectivement. Il n'y a pas de questions qui sont apparues depuis les Mogettes du Marais sur les différents points que tu as développés là, notamment la taxe carbone. Mais peut-être ça peut venir. Si vous le souhaitez, poser la question en direct en prenant le micro. Je pense que tout le monde ne va pas le faire en même temps, donc on devrait y arriver. Je peux poser une question à Dominique? Avec plaisir, Georges, avec beaucoup de plaisir. Dominique, tu as peut-être vu qu'il y avait une publication récente de l'Agence météorologique française, oui. Avec 3 scénarios d'augmentation des températures. Le scénario raisonnable que tu as évoqué tout à l'heure et le scénario on ne fait rien, on laisse faire, qui nous emmène vers les plus 5 degrés, enfin 4,8 degrés à 2100. Est-ce que véritablement, qu'est-ce que tu penses de ces 3 types de scénarios? C'est un petit peu ce que je vous ai montré. Hein. Si on reprend les courbes qui étaient là, je vais les trouver, c'est ça. C'est finalement… Alors, mon écran est partagé là? Oui. Bon, OK. En fait, on retrouve ces scénarios-là. Hein. Voilà. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, 4,1, 4,8,
Voilà, ça dépend à quel horizon exactement on se met et on retrouve ça, mais c'est la réalité. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été écrit là, hein, c'est tout à fait pertinent et c'est des gens qui s'appuient sur des données scientifiques, c'est tout à fait pertinent. Et ce qui Exact. veut dire que le risque, c'est on va vouloir lutter contre le réchauffement en développant la climatisation, par exemple. Ah non, surtout pas, non, C'est de là, l'humour, hein, c'est de ah l'humour. bon, d'accord, oui, OK, bon, OK, hein, bah, voilà. Même une climatisation, un climatiseur, c'est une pompe à chaleur à l'envers, hein. Alors c'est vrai qu'elle a un rendement qui est pas si mauvais que ça, pour faire ce qu'elle a à faire, mais par contre, non, de grâce, il faut éviter. Et alors là, par exemple, c'est vraiment dans la construction des maisons qu'il faut mettre le paquet et dans la construction des maisons, maintenant, il faut faire des maisons qui ont des grandes casquettes parce que vous savez que le soleil, il est bas en hiver, mais il est haut en été. Et donc, si vous faites des maisons qui, au sud, ont des grandes casquettes qui avancent, vous gardez votre soleil d'hiver qui va bien chauffer votre maison parce que les apports solaires dans une maison, si vous avez des vitrages de bonne qualité, eh bien, les apports solaires sont extrêmement importants, hein, c'est vraiment très intéressant de l'avoir. Par contre, vous ne voulez pas en avoir des apports solaires en été. Et si vous avez une casquette, vous pouvez très bien laisser, vous n'avez pas besoin de fermer vos volets et finalement, vous n'avez pas de soleil qui arrive en été sur vos vitres. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme solution. La limite, c'est que l'architecte des bâtiments de France n'aime pas toujours ses casquettes. Oui, mais bon, ça dépend où on est situé. Alors, je sais que moi, où j'habite, je n'aurais pas le droit de le faire, hein, parce que là, l'architecte des bâtiments de France ne va pas nous autoriser grand-chose là-bas. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut faire ça, et quand on fait ça, c'est extrêmement efficace. Donc oui, ben, ce qu'a annoncé, c'était Météo France là, qui a fait cette publication, hein, je crois, hein, Georges. Et donc oui, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Et donc, ben, il faut agir pour ne pas aller à ces niveaux-là. Si je peux intervenir, Oui, je voudrais qu'on revienne sur la place de l'agriculture dans la contribution au gaz carbonique à 20%. Est-ce qu'on tient compte de l'effet de la photosynthèse, de tout ça, qui est un recyclage du gaz carbonique avec l'eau pour fournir des hydrates de carbone et de l'oxygène? Et donc, ça semble assez positif en termes de solde, si vous voulez. oui, mais c'est Est-ce bien le solde qui est pris en compte, hein, là-dedans. C'est vraiment les émissions nettes, parce que c'est pareil aussi, la reforestation, ben, on a des arbres, quand on fait pousser des arbres, ils vont absorber du carbone, hein, et toutes les plantes, elles absorbent du carbone quand elles poussent. Donc, c'est un solde net qui est pris en compte pour tout ça, hein. Mais hélas, ben, les bovins, les bovins, le riz, hein, le riz aussi, c'est deux pôles très importants par rapport à ça. Et c'est vrai que, bon, mais le facteur aussi que je mentionnais, c'est les transports internationaux du Brésil vers la France, enfin, de quantités énormes de grains et tout ça. Et ça, il faut l'arrêter aussi complètement. Alors, c'est pas pour le méthane, là, c'est pour le CO2, mais donc il faut l'arrêter. Et puis après, donc il faut arrêter de faire des vaches au niveau industriel où on le fait, quoi, hein, et puis du bœuf. Il faut, il faut accepter de réduire drastiquement notre consommation de viande. Est-ce qu'il ne faut pas faire une différence dans la consommation de viande entre la viande qui est produite de façon intensive avec des aliments cultivés et notamment les ensilages de maïs et les animaux qui sont élevés dans des zones de prairies permanentes où on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Je parle de zones de montagne où les troupeaux ont un rôle à la fois, ont un rôle aussi de régulation. Je me rappelle avoir eu un scientifique qui me disait un jour, pour le prix d'un Canadair dans le sud-est, on a 300 000 brebis qui nettoient et qui sont la meilleure lutte contre les incendies et on ne peut pas faire autre chose là.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur ce point-là. Et justement, si on revient à une agriculture et une nourriture ben, qui ne sera pas avec la même quantité, hein, mais et qu'on prend des choses comme ça où on réfléchit bien à tous les bénéfices parallèles et tout ça, on peut encore faire des choses. Mais on ne peut pas faire des choses sur des trucs où il y a 5000 bœufs, etc. Quoi, et où on fait venir du soja par tonne et par tonne partout. Non, ça c'est. Donc oui, il restera, je pense, toujours une place pour un peu d'agriculture, enfin un peu de vaches ou de bœuf, mais ce ne sera pas dans les quantités actuelles. Ce sera pas, il ne faut pas que ça reste dans les quantités actuelles. Et le meilleur moyen, c'est de fermer le robinet déjà à toutes les imports là-dedans. Et pour moi, la plus grande aberration, elle me semble être de produire de l'éthanol avec nos céréales, avec le maïs en particulier, pour alimenter nos voitures. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je l'avais évoqué lors de la dernière conférence en disant que l'éthanol aujourd'hui, l'EROI, hein, le Energy Return, là, c'est la quantité, on investit quasiment autant d'énergie pour faire 1 litre d'éthanol que ce que l'on fait donc, pour que l'on récupère à l'arrivée. Et en plus, on détruit les sols partout, on détruit la biodiversité. Je vous rappelle aussi que dans les choses dont il faut qu'on se préoccupe, alors, je n'ai pas fait de conférence sur la deuxième boîte ici, la boîte impact sur la santé humaine, parce que je ne m'estime pas suffisamment compétent pour faire quelque chose dans ce domaine, parce que je ne suis pas un ingénieur agronome. Mais ce que je sais par contre, c'est que ben oui, l'éthanol qu'on fait comme ça et où on bousille des sols pour faire de l'éthanol, enfin, quand je pense aussi à Total qui fait venir De l'huile de palme. Enfin, L'huile de palme. pas l'huile, il ne fait pas nécessairement venir l'huile, il fait venir les morceaux de palmier, enfin comment on appelle ça, le copra. Le copra, voilà. Et il fait venir ça en plein bateau, tout ça, pour faire un carburant de synthèse avec ça, c'est catastrophique. Les dégâts que ça fait là-bas, c'est catastrophique. Donc, non, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut arrêter de penser qu'on va remplacer le carburant par de l'éthanol qui sera fait en bousillant les sols en France et en bousillant la diversité. En bousillant les sols dans d'autres pays, puisque quand on voit la déforestation en Amazonie où on détruit la forêt primaire pour faire du soja OGM qui est noyé sous le glyphosate, c'est absolument aberrant. Tout à fait. Pour moi, si je peux me permettre une remarque, c'est l'agriculture industrielle qui n'est absolument pas adaptée aujourd'hui aux besoins de nos populations, parce qu'on a largement de quoi nourrir nos populations. Et malheureusement, on utilise l'agriculture dans d'autres biais qui sont avec un gaspillage énorme. C'est-à-dire, si l'agriculture servait d'abord à nourrir les hommes avant de nourrir les vaches, sauf localement, déjà, on aurait fait beaucoup de progrès. On aurait fait énormément de progrès là-dessus. Dominique, quel est ton point ce que tu dis sur l'éthanol risque d'être la règle également concernant la méthanisation et le maïs sans doute irrigué qu'on s'apprête à mettre dans les méthaniseurs qui se construisent en ce moment à tour de bras. Les Allemands ont pris cette voie il y a déjà relativement longtemps. Tu as dit que le bilan énergétique de l'éthanol, il était nul. Hein. Il faut autant d'énergie pour fabriquer 1 kilo d'éthanol que l'éthanol n'en libère. C'est effectivement l'agriculture intensive qui là, est très impactante. Non, mais je suis d'accord avec toi, il ne faut pas s'amuser à faire du maïs pour ça aussi. C'est vrai, c'est une aberration aussi. Il faut quand même garder une agriculture capable de nourrir peut-être bientôt 10 milliards d'hommes, quoi. Hein.
Donc, il faut quand même garder ça. Mais il faut garder ça en maintenant une biodiversité dans cette agriculture il faut accepter de rémunérer les agriculteurs s'ils maintiennent une biodiversité dans le sol, s'ils maintiennent des haies, s'ils maintiennent des choses comme ça. Parce que si on ne fait pas ça, ben, on épuise complètement la planète. On épuise complètement la planète. Et là, ça pose le problème notamment de la conception de la PAC, par exemple, parce qu'il y a quelques temps, j'animais un conseil d'administration d'une coopérative et je posais la question suivante. Est-ce qu'il n'est pas aberrant de produire du maïs qui consomme de l'eau l'été et d'exporter ce maïs pour ensuite importer du soja OGM qui détruit les terrains et les forêts en Amazonie, notamment au Brésil, en Argentine, alors qu'on peut très bien faire du soja en Poitou-Charentes et on pourrait faire de l'alimentation en Poitou-Charentes avec le soja produit sur place. Et la réponse que m'a fait un agriculteur qui connaissait le dossier, il m'a dit oui, mais tu sais, le problème qu'on a, c'est que la PAC donne beaucoup plus de sous pour faire du maïs que pour faire du soja. C'est-à-dire qu'on a vraiment là, sur le plan politique, si on veut faire les liaisons avec la volonté politique, je pense qu'on a là aussi des clés qui sont importantes. Tant qu'on aura des PAC qui donnent des subventions à l'hectare et non pas à l'UTH, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais oui, je partage tout à fait ce point de vue. On a une question, Dominique, sur un livre, pour savoir ce que tu en penses. C'est un livre de Fred Vargas qui s'appelle « L'humanité en péril ». Ah, je ne l'ai pas lu celui-là, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas, donc je ne peux pas donner d'avis parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu. Alors, pour l'avoir lu, c'est un livre qui a été écrit donc par Fred Vargas, qui est par ailleurs anthropologue. Elle a pas seulement écrit les aventures du commissaire Adamsberg. Et dans ce livre, je pense que c'est un véritable réquisitoire par rapport à ce qui est exprimé là, notamment la culture industrielle, mais pas que. Hein. C'est l'ensemble finalement de ce que Dominique a évoqué ce soir, et elle est à la fois, elle porte un regard de scientifique, à la fois de scientifique et de citoyenne. Et c'est vrai que ce livre est intéressant, mais peut-être d'autres personnes l'ont lu et ont un avis là-dessus. Ok, merci. Si j'avais donné quelques références de livres à lire, je peux vous donner quelques références qui pour moi sont vraiment très très importantes. Sur les volets épuisement des ressources naturelles, vous lisez Philippe Biwix. Philippe Biwix, L'âge des low-tech, ou Philippe Biwix, son dernier, je ne me souviens plus du nom, Le bonheur était pour demain, je crois, c'est ça. Donc ça, si vous voulez voir clair sur l'épuisement des ressources naturelles, vous lisez ça, vous avez tout compris. Dérèglement climatique, énergie, tout ça, vous lisez les choses de Jean Covici, il y a plusieurs bouquins. Il y a par exemple le réchauffement climatique, expliqué à mes enfants ou un truc comme ça, qui est très très bien. Et puis il y en a d'autres aussi qui, bon là vous apprendrez beaucoup de choses. Si vous voulez y voir clair sur le pétrole, un bouquin extraordinaire écrit par Mathieu Ozano. Mathieu Ozano, donc, qui a écrit Or Noir. Et il vous retrace un petit peu toute l'histoire du pétrole. Et vous comprenez que le pétrole est la source de tous les problèmes du monde arabe, et de toute la géopolitique de ces 2 derniers siècles a été construite autour du pétrole. C'est édifiant de lire ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, bien sûr, si vous voulez remonter un peu plus loin, vous allez retrouver l'étude qui avait été faite, c'était en 70, hein, c'est ça, donc au MIT, l'étude qui avait été faite, The Limit to Growth, qui avait été très mal traduit en France, puisqu'on avait dit, la traduction c'était halte à la croissance, alors que ce qui est écrit en anglais, c'était les limites de la croissance, hein, mais ça avait été très mal traduit en français. Le bouquin original en anglais, on arrive encore à le trouver sur Internet et c'est intéressant de voir qu'ils avaient déjà cette vision, ils avaient déjà construit ceci. Finalement, ce que je vous ai dit ce soir, il y en a plein qui connaissaient déjà il y a 30 ans, 40 ans et qui savaient que ça allait aller vers là et qui avaient défini à peu près les ordres de grandeur ou là où on arriverait. Et Dominique, par rapport justement à l'énergie fossile, quel est ton point de vue par rapport à ce qui se passe en ce moment en ce qui concerne la conférence de l'Arctique, où la fonte des glaces est en train d'ouvrir de nouvelles voies,
de navigation qui vont faire gagner 15 jours aux tanкers chinois pour arriver à Rotterdam et surtout qui va ouvrir la possibilité d'aller chercher des quantités fantastiques de ressources fossiles dans cette zone. Ben oui, ben c'est typiquement ce qu'on appelle un effet rebond, ça. Hein. Il y a une opportunité et hop, on la saisit et hop, on s'engage là-dessus. Alors certes, ils vont nous dire, ah ben oui, mais vous vous rendez compte, mais pour transporter les trucs, pour les faire venir depuis l'Asie vers la France, on va économiser, je ne sais pas combien, 20%, 30% de carburant. Oui, mais l'effet rebond, c'est qu'on en mettra plus, quoi. On en fera plus. Et donc, c'est vrai que ben là, il faudrait accepter de dire non, quoi. Mais il faut arriver au niveau mondial, que ce soit sur le problème du dérèglement climatique. Bon, donc là, il y a déjà des démarches au niveau mondial qui ont été pas mal avancées. Au point de vue de l'impact sur santé humaine et biodiversité, il n'y a pas grand-chose qui, au niveau mondial, s'est construit de façon robuste pour prendre des objectifs forts par rapport à ça. Hein. C'est des choses très différentes par rapport au dérèglement climatique, mais c'est quand même des choses qui sont en train d'arriver et c'est difficile d'arriver à faire des trucs au niveau mondial sur ces sujets-là. Et est-ce qu'on peut considérer qu'on est arrivé au bout? Ah tiens, je suis surpris que je n'ai pas eu de question sur l'hydrogène. Je ne pense pas avoir raté une question là-dessus. Mais... Ah, pourtant c'est étonnant, parce que comme on en parle beaucoup aujourd'hui, je me disais qu'il faut peut-être quand même en parler un petit peu. Alors l'hydrogène, ça va être la merveille de demain et tout ça. Bon, ce ne sera pas la merveille de demain. L'hydrogène, d'abord, il n'y en a pas dans la nature. Enfin, vous n'en avez, je pense, pas rencontré dans la nature, sauf si vous êtes allé dans une zone du Gabon où il y en a un petit peu qui sort, mais dans des quantités extrêmement faibles. Donc l'hydrogène, pour l'instant, c'est un vecteur énergétique, mais ce n'est pas une énergie source. Ça veut dire que l'hydrogène, il va falloir le fabriquer. Alors, il y aura plusieurs procédés pour le fabriquer. Et puis, alors on parle d'électrolyse de l'eau, on parle de différentes choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il se fabrique beaucoup d'hydrogène. Et l'hydrogène se fabrique en craquant d'autres molécules. Et cet hydrogène, la fabrication de l'hydrogène aujourd'hui, c'est des millions de tonnes. Je n'ai plus le chiffre, mais je ne sais pas, 3 ou 4 millions de tonnes par an en France, un truc comme ça. Et ça émet beaucoup de CO2. Donc, avant de penser à faire de l'hydrogène pour les voitures, pour je ne sais quoi, déjà, toutes les installations fixes qui fabriquent de l'hydrogène, il faut trouver des solutions pour capter le CO2 qui est émis. Et si on supprime déjà tout le CO2 qui est émis pour la fabrication de l'hydrogène d'aujourd'hui, déjà on aura fait un bon pas en avant. Ok, merci. Dominique, est-ce qu'on peut revenir une minute simplement sur la mauvaise conscience qu'on peut avoir à manger de la viande, et en particulier, de la viande bovine? Parce que je te remercie pour ton intervention, elle est extrêmement intéressante, mais elle est basée bien sûr sur l'énergie, puisque c'était le but de la soirée. Hein. Mais en termes de gestion de l'espace, il n'y a aucune commune mesure entre une vache de notre gâtine ou de notre bocage des Deux-Sèvres et puis qui entretient les prairies, qui entretient les zones humides, etc. Et puis effectivement la viande bovine qui nous vient de taurillons élevés de manière très industrielle, d'une part. Et puis d'autre part, donc et ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Et d'autre part, la viande bovine, grosso modo, elle est fabriquée par une vache. Et le problème de la viande bovine, c'est qu'il faut environ 1,2 à 1,3 vaches pour faire un veau. Et que donc l'appareil de production, si tu veux, qu'il a fallu mettre en place, il est déjà très conséquent. Alors qu'une poule, elle va faire 270 œufs ou 280 œufs dans l'année. Et puis une truie va faire entre 25 et 30 porcelets. Donc, le gros handicap de la viande bovine, c'est que il faut entretenir un appareil de production, la vache, beaucoup plus important que la poule, qui va donner beaucoup de produits. Donc, inévitablement, la viande bovine sera toujours le produit, on peut dire, de luxe, gros consommateur de carbone,
par rapport aux autres viandes que l'on peut consommer. Oui, oui. Oui, mais donc si tu veux, ben oui, je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire qu'il faut quand même arriver à baisser ça, quoi. Ah ben, tout à fait d'accord quand même. Et pour faire ça, on commence par tout ce qui est super industriel. Et oui. Pour maintenir, et il faut arriver à rémunérer ceux qui font du bon travail. Il faut Eh oui. arriver à rémunérer, c'est ça, ceux qui entretiennent les sols, ceux qui gardent de la biodiversité dans les sols, ceux qui font des haies, tout ça, il faut arriver à le faire. En termes d'énergie par rapport à la production de viande, il faut 1 kg de blé, il faut 1,3 kg de blé aujourd'hui pour faire 1 kg de croix au niveau d'un poulet. Oui. Au niveau d'une vache, il en faut 9,6 kg. Oui. Donc, bon, il y a des c'est pas seulement il faut entretenir toute cette masse qui produit là. Chez une vache, bon, elle pèse 900 kg, tandis qu'un poussin, il démarre à 20 grammes et il se termine à 1,5 kg. Et donc, avec un rendement beaucoup plus efficient. Oui, c'est pour ça qu'on mangera de plus en plus de poulet à travers le monde. Oui, mais c'est pour ça que dans tous les pays d'Asie, on ne connaît pas le bœuf, enfin, ou très peu. On ne connaît que le poulet. Oui, mais le poulet ne consomme que du carbone déjà très élaboré, Voilà. sous forme d'amidon, etc., alors que la vache consomme un carbone très brut, C'est sous vrai. forme de cellulose ou de lignine, Ouais. et dont on a besoin pour entretenir l'espace. Le poulet n'entretiendra jamais l'espace. Non, non, il va être ridicule. Alors que les ruminants, qu'ils soient vaches, moutons, chèvres, chameaux ou autres, contribuent à entretenir les espaces. Oui, oui, mais bon, mais si tu veux, quand même, il faut que cette part du camembert là soit prise en compte, hein. La part rose, là, il faut bien s'en occuper. Si on veut diviser par 4 tout ce morceau, ben, ce sera difficile de ne pas taper là-dedans aussi, hein. Mais je pense qu'il faut effectivement distinguer quand on parle de l'élevage, de bovins. Il faut vraiment. Alors, bovins, mais quelqu'un l'a dit tout de suite là, les ruminants en général. Le ruminant peut avoir un rôle très intéressant dans l'entretien des espaces, entretien positif, dans des espaces où on ne peut rien faire d'autre. Il y a des espaces de montagne qui sont entretenus en transhumance, par exemple, et ces espaces-là ne seraient pas utilisés. Et ces animaux ne consomment que de l'herbe. Ils sont les seuls, les ruminants, à pouvoir la consommer, à pouvoir la valoriser. Donc, il faut faire vraiment la différence. Un truc très simple, par exemple, quand vous avez des vaches ou des ruminants qui broutent, qui paissent et qui font caca dans les prés, ça n'a strictement rien à voir avec les fermes industrielles dans lesquelles on introduit des sojas et on introduit des produits élaborés qui coûtent extrêmement cher et qui ont des impacts carbone aussi bien de par leur production que de par leur transport qui sont fantastiques et qui, de surcroît, génèrent des effluents, des lisiers, etc., qui détruisent les sols parce qu'ils sont beaucoup moins, ils sont digérés de façon très différente. Le bilan de la digestion d'un ruminant, quand il s'agit d'herbes, quand il s'agit de composés, de compléments azotés, etc., c'est très, très différent. Et on a des différences aussi en impact sur le sol. Et l'agriculture, on parle tout à l'heure, quelqu'un évoquait l'agriculture, il faut voir que l'agriculture aujourd'hui, l'agriculture industrielle, elle a augmenté dans les 30 glorieuses où il fallait donner à manger après la guerre, il fallait donner à manger à tout le monde, mais elle a contribué à la destruction des sols. Et un point, par exemple, qui est beaucoup évoqué dans notre région en ce moment, c'est par exemple la capacité de rétention d'eau des sols. On veut faire des bassines, voilà, après ça c'est un autre sujet, mais on sait très bien aussi qu'on a détruit la capacité de rétention des sols en les déstructurant. Et la première réserve d'eau superficielle, c'est la capacité des sols à la garder le plus longtemps possible. Et ça demande des pratiques culturelles qui sont tout à fait différentes des labours intensifs et des engrais de synthèse, des engrais minéraux. Et ne pas piéger trop le carbone qui doit retourner au sol et fabriquer de l'humus, qui est la base de la structuration des sols. Tout à fait. Problème de la méthanisation, entre autres.
Oui, oui, tout à fait d'accord, Christian, hein. Il faut, Oui. si le cycle du carbone ne peut pas se faire dans la nature, ben, on fiche tout en l'air, hein, et c'est pas comme ça qu'on maintiendra de la biodiversité et c'est pas comme ça qu'on maintiendra nos sols. Et sans aller jusqu'à le pastoralisme de montagne, hein, il suffit de voir les régions de Gâtine-Bocage chez nous, qui ne sont pas du tout des régions adaptées à la grande culture céréalière, ou les marais de Rochefort, ou les prés-bas des Mmh. bords de Sérognes-Orthez, pour lesquels ce serait des catastrophes que de les mettre en culture intensive céréalière. Oui. Non, non, pas elles sont à l'avant-garde, toutes ces zones. Ouais. On voit qu'on a un sujet qu'on pourrait développer longuement encore et qui pourrait faire l'objet sans doute d'autres conférences autour de ces questions Oui, tout à fait, oui. notamment. Si je peux me permettre, Georges, oui. moi, ça me fait penser à la réflexion que Dominique avait faite lors de la première conférence sur la notion même d'économie, parce qu'on a un peu des pudeurs de jeunes femmes effarouchées vis-à-vis des termes précis. Mais là, je vous ai bien écouté les uns et les autres là, sur la dernière partie de la conférence, et à chaque fois, il me semble qu'on bute sur un terme qui est l'approche uniquement en termes de rentabilité et d'efficacité capitalistique des ingrédients, soit de la production agricole, soit de la production industrielle, soit du commerce international, où à chaque fois, on se retrouve confronté à un usage euh, uniquement profitable des activités humaines et des intrants que sont la nature, les animaux, les humains. Et donc, on évite à chaque fois cette question, mais est-ce que l'on ne bute pas vraiment sur cette question de la profitabilité des activités humaines et de la conception qui en découle, que finalement, ce qui nous intéresse dans la nature, ce qui nous intéresse dans la terre, c'est sa capacité à faire du cash. Oui, alors en fait, moi je compléterais ce que tu dis en disant, c'est de la capacité à faire du cash, mais moi de temps en temps, je résume ça en disant, on se rend compte de plus en plus qu'on a éloigné de nous les conséquences de nos actes. Tout à fait. Et que finalement, si tu veux, il y a des centaines d'années, les gens, ils étaient directement liés aux conséquences de leurs actes. S'ils plantaient pas le truc, ils n'avaient pas à bouffer. S'ils faisaient enfin et tout était comme ça. Alors que nous, on ne sait plus où se sont fabriqués les produits, on ne sait plus dans quelles conditions ils sont fabriqués. On ne sait pas justement quand je montrais les chiffres là combien ça fait pour manger un steak ou machin et cetera et finalement les conséquences de nos actes, parce que si je mange un steak ou si je prends l'avion ou si je vins, voilà, ça a des conséquences derrière, mais on a perdu le lien avec les conséquences de nos actes. Et je pense que c'est là, il faut qu'on arrive à retrouver ce lien pour mieux comprendre les conséquences de nos actes. Et après, ben, on agira différemment. Tout à fait. Et ce que tu dis, Dominique, si on le relie avec ce que vient de dire Georges, ce qui saute aux yeux hein, en écoutant, c'est qu'en fait, le problème, il vient de la privatisation et de la marchandisation des biens communs, des ressources communes. Et ça, c'est extrêmement fort. Quand je regardais il n'y a pas longtemps un reportage justement sur la destruction des forêts amazoniennes, et il y avait les Indiens, vous avez tous vu le chef qui était. Et quand on voit, là, on voit bien qu'effectivement, la forêt est privatisée par une poignée d'agriculteurs qui vont cultiver 4 000, 5 000 hectares avec de l'application d'engrais de pesticides par avion en détruisant la santé des gens. Enfin, je vous renvoie aux différents films de Marie-Monique Romain, hein, qui a mis en évidence un certain nombre de choses. Et je pense, Georges a raison quand il dit que le fait de faire du fric avec les ressources en privatisant les ressources communes, c'est quelque chose qui est presque devenu normal aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est extrêmement dramatique. Et là, est-ce que quelqu'un, quelques-uns, qui aura le courage politique au niveau de nos chefs d'État de dénoncer ça et de faire en sorte que, voilà, quand on voit Bolsonaro qui dit qu'il va tout faire pour que l'élevage, enfin pour que l'agriculture devienne le pétrole du Brésil, mais en niant l'existence même des autochtones, c'est terrible, c'est terrible.
Oui, mais c'est à nous en France de dire, ben, on n'importe plus de soja de Ah oui, là-bas. tout à fait, ça devrait commencer par ça. Ça commence par ça. Si on veut assumer les conséquences de nos actes, eh bien, il faut dire, et je suis prêt à accepter Oui. d'avoir peut-être moins de bœuf disponible à un prix plus élevé, mais je ne ferai plus venir du soja de Brésil. Ok, on peut continuer, je pense, mais peut-être que certains nous ont quittés, ce qui est un peu compréhensible vu l'heure qu'il est. Donc, faire une conclusion, même si le débat peut se poursuivre au-delà. Merci tout d'abord à tous d'avoir participé à cette conférence, et merci surtout à Dominique de nous avoir apporté ces différents éclairages. C'était la seconde d'un cycle de 3, donc la troisième conférence aura lieu précisément le mardi 23 février, c'est à la fin du mois, c'est dans 3 semaines, quelque chose comme ça. On a décidé de la faire en visio aussi parce que le déconfinement ou ces mesures-là ne seront pas au rendez-vous pour nous permettre malheureusement une activité en présentiel. Donc, comme ce soir, connexion à partir du lien qui sera posé sur le site de l'Université populaire du Niortais. La prochaine conférence, donc le 23 février, toujours avec Dominique, elle sera simplement autour de l'économie circulaire, on va dire ce mot-là. Et la caractéristique supplémentaire de cette conférence, c'est que viendront témoigner des acteurs locaux dont on a entendu la voix ce soir, juste à l'instant, en l'occurrence Claude Siriex et puis Elodie Descoutsi de l'entreprise Reweiler, et puis Georges Dussos qui nous parlera de l'activité de l'entreprise de la recyclerie Bazar et compagnie. Voilà, donc ça c'est le 23 février. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, comme on dit maintenant. Et puis merci à tous de votre présence. À bientôt.